Le Crédit Agricole vous présente le MAC du Salon. Et bonjour à tous, bienvenue dans le MAC de Campagne TV, toujours en direct de l'extraordinaire Salon international de l'agriculture qui bat son plein. Il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, on est ravis. Vous pouvez nous rejoindre. D'ailleurs, venez, il reste encore quelques petites places dans le public du plateau du MAG. Aujourd'hui, au sommaire, la place des céréaliers français dans le marché mondial. Morgane et Lina, vous les connaissez bien sûr, nos deux petites envoyées spéciales. Les vétérinaires du salon qui viennent en aide à toutes les petites bêtes à plumes, à cornes, à poils. Il y en a près de 4000. Donc, vous voyez qu'il y a du boulot. Un drive fermier en région parisienne pour consommer local et frais. Des fromages de Savoie, et oui, pourquoi? Eh bien parce que notre invitée, c'est une Savoyarde, 100% Savoyarde. Le grand public l'a découverte comme jurée dans Le Meilleur Pâtissier, l'émission qui cartonne sur M6 aux côtés de Cyril Lignac. De la télé, de la radio, un blog, des livres, des conseils, des recettes, rien n'arrête cette passionnée qui pratique quand même 10 km de marche par jour. Mais qu'est-ce qui fait courir Mercotte? Eh bien, on va lui demander tout de suite. Bonjour Mercotte. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous? Très bien, toujours très bien. Alors, une vie trépidante qui commence quand même à 4h du matin, j'ai ouï dire. C'est vrai ça? Ah oui, je suis du matin. C'est pour ça que je ne vois pas la télévision. Alors, ça veut dire quoi ça? Je ne regarde pas la télévision. Vous ne regardez pas les émissions que vous animez? Non. Vous n'êtes jamais vu à la télé? Non, mais je ne regarde pas les émissions. Je m'endors très tôt. Très tôt parce que vous levez... À 4h tous les matins parce que c'est pour mon plaisir. Hein. C'est pas que je suis obligée, j'adore le matin. Mais qu'est-ce que vous faites à 4h du matin? Je réponds à mes mails, ma pauvre. Ah oui, voilà ce que c'est d'être connu, d'avoir une vraie notoriété. Donc vous répondez aux mails et puis je crois que vous travaillez sur votre blog aussi. Absolument, très régulièrement. Oui. Ouais. Oui, je fais une recette, je choisis une recette, après il faut la préparer, la photographier, enfin quand il fait jour, et puis l'écrire, raconter une petite anecdote en général, voilà. Donc ça prend du temps. Mais oui, ça prend du temps. Et vous faites tout toute seule, l'écriture, la photographie? Tout. Bah oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas très spécialiste en photographie, mais enfin, l'important, c'est de voir un peu ce que ça donne. Tant pis si ce n'est pas terrible. Ce blog, il s'appelle La cuisine de Mercotte, c'est ça? Absolument. Et donc, une recette toutes les... une fois par semaine. Quand j'étais plus jeune, il y a longtemps, parce qu'il a 11 ans, mon blog, au début, on publie beaucoup, puis après, on cherche une ligne éditoriale. Moi, j'ai choisi de décrypter les recettes des chefs et de les rendre accessibles à tout le monde. Enfin, d'essayer de les rendre accessibles, de les expliquer surtout, et de montrer que ce n'est pas si difficile que ça, si on s'applique. Voilà, c'est ça. Donc la pédagogie et une recette par semaine, tout va bien. C'est ça, et plein de solutions, bien sûr, puisque ça, c'est ce que vous aimez transmettre à tous les gourmands qui vous suivent depuis très longtemps. Vous le dites, depuis 11 ans, donc vous êtes une gourmande, une pâtissière connectée, moderne, active, et présente sur tous les fronts, Mercotte. Voilà, je suis grand-mère, mais je suis geek. Je suis une grand-mère geek. Grand-mère geek, voilà, ça me branche. J'adore ça. Forcément, et puis quand on a des petits-enfants, on est obligé d'être à la page. Oui, absolument. Alors, il paraît que quand vous êtes mariée, vous ne saviez même pas faire cuire un œuf. C'est quoi ça? Eh bien oui, mais enfin, c'est pas grave tout ça. Mais non, c'est pas grave. Mais comme quoi, faut pas perdre espoir. Jamais. En fait, il faut être passionné, il faut être motivé. La motivation, c'est le nerf de la guerre. Donc, une fois qu'on s'intéresse à quelque chose, eh bien, ça va. C'est vrai que vous êtes une passionnée, vous avez raison, il n'y a pas d'âge pour apprendre, pour commencer, pour découvrir. En tout cas, depuis quelques temps, vous êtes la spécialiste, une référence en pâtisserie, vos macarons sont plébiscités. Moi, j'ai eu Cyril Lignac avant de préparer cette émission, il m'a dit avec sa voix un peu cassée, les macarons de Mercotte, ils sont aussi bons, voire meilleurs que certains de mes compères professionnels. Ça vous fait plaisir d'entendre ça? Ça fait toujours plaisir, oui, bien sûr, ça fait plaisir. Bon, enfin, voilà. Moi, je me revendique comme une amateur passionnée et perfectionniste. Mais je suis qu'une amatrice. Donc, ça n'a rien à voir. Faire 100 ou 200 macarons, c'est facile. En faire 10 000, c'est autre chose. Et tous les jours, oui, c'est une autre entreprise. Oui. Moi, je voulais savoir ce qui vous a plu, ce qui vous plaît toujours autant dans la pâtisserie. Alors, ce qui me plaît dans la pâtisserie, c'est le partage et la transmission. La pâtisserie, on ne la fait pas pour soi, on la fait pour faire plaisir aux autres. C'est évident. Donc, moi, j'aime bien faire plaisir aux autres et j'aime bien aussi leur donner envie de faire la même chose, de se passionner. Parce que être passionné, être motivé pour quelque chose, je trouve que c'est le nerf de la guerre. C'est super. Et vous pensez que cette idée de partage, de générosité, de gourmandise, c'est ce qui génère cet engouement qui n'arrête pas d'ailleurs depuis des années avec notamment Le Meilleur Pâtissier? C'est ça qui plaît aux gens?
Ça plaît aux gens, c'est aussi le fait de revenir à quelque chose de plus naturel, à faire soi-même ses desserts. On sait ce qu'il y a dedans, on sait ce qu'on met dedans. Ça coûte moins cher. En période de crise économique, c'est toujours plus agréable. C'est vrai. Donc, il n'y a que des points positifs. Alors, j'ai cru comprendre que la 5e saison du meilleur pâtissier était en préparation. Oui. Je crois que vous avez un appel national à lancer, Mercotte, par rapport aux seniors. Ah non, mais c'est fait maintenant. Ah, c'est fait. C'est trop ça, tard. c'était la semaine dernière. Oh zut. Eh oui, oh là là. On manquait de seniors, parce que c'est bien, moi je suis senior, et on a besoin de tous les âges dans l'émission pour que chacun s'identifie. Et malheureusement, on n'avait pas de seniors, mais on a trouvé une dame depuis. Juste une dame, une Ah ben senior. on n'en avait besoin que d'une, on avait déjà tous les autres. D'accord. Et pourquoi vous aviez besoin d'avoir un senior? Qu'est-ce que ça apporte un senior dans ce type de contexte? Parce que les seniors, c'est aussi réconfortant pour le public. Les grands-mères peuvent s'identifier, elles vont faire les gâteaux pour leurs petits-enfants et tout. Il faut que tout le monde puisse se retrouver dans cette émission. C'est ça qui est bien, elle est bienveillante et elle s'adresse à tout le monde. Ça, les petits vrai. Et les grands, et les moins grands, et les plus vieux quoi. Enfin vieux c'est pas bien, senior c'est mieux. Et les jeunes seniors ou les plus anciens. Et vous disiez que c'était aussi pour sortir un petit peu de cette mode de du sucre là, vous savez, de cette pâte à sucre sur les wedding cakes. Oui. Alors bien sûr ça, mais après ça c'est la mode, ça vient des États-Unis, des pays anglo-saxons. C'est très joli. Maintenant ça devient un peu plus de la pâtisserie, mais c'était surtout de la déco. C'est très bien pour les enfants, pour les anniversaires et tout ça, beau. Mais pour moi, c'est pas la vraie pâtisserie. La vraie pâtisserie, c'est quand même un peu différent. La pâte à sucre, c'est pas bon, c'est trop sucré. Ouais. Tous les pâtissiers désucrent en ce moment. On n'a plus besoin de tellement sucré puisque le sucre, c'était un conservateur. Hein, ça conservait. Maintenant, on a d'autres moyens de conservation. Donc, on sucre moins. C'est meilleur pour notre santé aussi. C'est une très bonne idée. Et puis, ça ne gâche rien. On garde le plaisir des desserts, absolument. Finalement. Et c'est ce qu'a fait Pierre Conticini. Oui, il a sorti un livre, d'ailleurs, où il a supprimé quasi le sucre. Hein. Alors, c'est plus que ça. Oui, il a fait sans sucre. C'est ça. Oui. Ouais, en remplaçant, bien sûr, par d'autres propositions. Du jus de pomme, en fait. Exactement. Essentiellement, les vendeurs de jus de pomme bio, ils vont être ravis parce que le livre de Philippe Conticini, c'est vraiment tout à base de jus de pomme qu'on fait réduire. De jus de pomme, hein. De jus de pomme, hein. Oui, de pomme. Ah d'accord, ok. Oui. On va en parler des pommes. Pas d'alcool, non, du vrai jus de pomme bio, tout simple. On va en parler de la pomme dans notre émission, bien sûr, puis qu'on recevra j'allais dire un producteur de pommes du Pas-de-Calais, mais ça sera pour plus tard. Puisqu'on parle région, vous êtes de la Savoie. Je sais que vous êtes très attaché à cette belle région. Vous y êtes né, vous avez votre maison et vous êtes vous défendez avec ferveur les produits de ce terroir. Oui, je défends les produits savoyards à France Bleu Pays de Savoie tous les jours. Vous avez une chronique, Oui, j'ai une chronique tous les jours et surtout en période de vacances, j'essaye de faire comprendre aux vacanciers qui viennent de la région parisienne ou d'ailleurs, qui ne connaissent pas trop les différences entre les fromages, j'essaye de leur faire comprendre que les fromages, c'est quand même, il y en a plusieurs sortes, d'été, d'hiver, fruitiers, fermiers, laitiers. Essayer de comprendre ce que ça veut dire quand ils voient sur un étal reblochon laitier ou reblochon fermier. Oui, c'est pas pareil. Hein. Ah non, pas du tout. Mais je sais pas, le Pays de Savoie n'a pas pensé à vous nommer ambassadrice de ces beaux fromages, non? C'est pas dans les tuyaux? Je suis déjà dans la pâtisserie, il faut pas... Bon, ça va. Oui, c'est ça, on va se calmer. Alors. Je suis pas multifonction quand même, je suis déjà un petit peu multifonction. Je pense que vous l'êtes un petit peu multipasse, mais bon, on va rester en tout cas dans le domaine de la pâtisserie, et puis on va parler des pommes et d'autres choses. Mais pour l'heure, je vous présente de démarrer, je vous propose décidément, allez hop, tout va y passer, de démarrer notre première chronique. Elle s'appelle « À votre service ». Et avec nos invités qui vont nous rejoindre, nous allons parler de la place des céréaliers français dans le marché national. Nous ont rejoint Xavier Casdan, expert filière grande culture du Crédit Agricole, et Michel Portier, directeur général Agritel. Agritel, c'est un organisme spécialisé dans la gestion des risques des marchés agricoles. Alors avant de parler des outils, Xavier, moi j'aimerais qu'on fasse un bilan de la situation du marché céréalier français. Alors, dans un premier temps, il faut peut-être rappeler que la France est un grand pays producteur de céréales, avec pratiquement 11 millions d'hectares sur tout le territoire dédié à la production de céréales, et que ça représente pratiquement 20% du territoire. Mmh. Et la France produit 70 millions de tonnes, ce qui est de céréales en France. On produit essentiellement du blé
dure pour les pâtes, on produit du maïs et on produit surtout de l'orge. Ce sont les 4 principales céréales produites en France. Le blé que vous utilisez, bien sûr, pour faire vos gâteaux à la farine. Forcément. Et on fait très attention à nos farines. Oui, je sais, à l'origine. Différentes sortes de farines. Oui. Alors, quelle est notre place au niveau mondial, Alors, Xavier ? la France, dans un premier temps, est le premier producteur de céréales de l'Union européenne. Et si je prends l'exemple du blé, la France a la 5e position, c'est-à-dire qu'il faut bien le rappeler, la France est le 5e producteur mondial de blé. Ouais, c'est pas mal ça. Donc ce qui est vraiment une très bonne performance, bien entendu. Et le premier pays producteur en Europe. Ça, c'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité. Et nous insistons bien entendu sur ce point. Bah oui, c'est une fierté, Cocorico, on peut le dire. Alors, nous produisons bien sûr pour notre propre consommation, mais aussi pour l'exportation. Comment ça se porte à l'étranger, tout ça ? Alors ça se porte très bien. Ce qu'il faut se dire, si je prends l'exemple du blé, on exporte pratiquement 1 tonne sur 2 produite donc, à l'exportation. Et une bonne partie de cette exportation va vers les pays tiers. Et donc notre blé est reconnu par sa qualité et nous avons la chance de pouvoir assurer chaque année une quantité et un volume relativement homogène, à la différence de d'autres pays concurrents qui connaissent davantage d'aléas climatiques qui font qu'ils ne sont pas forcément présents chaque année sur les marchés à l'exportation. Donc on a un point positif, c'est le volume et la qualité qui sont relativement homogènes d'année en année. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, j'entends quand même beaucoup parler de volatilité dans ce secteur, volatilité des prix, bien entendu. Ça veut dire quoi ? Alors la volatilité, effectivement, elle existe depuis les années 2000. En fait, c'est des variations brusques de prix qu'il y a quasiment tous les jours sur les différents marchés. En fait, on est sur un marché de plus en plus mondialisé. Et ce qui se passe sur d'autres bassins de production de céréales peut impacter effectivement les prix que perçoivent nos producteurs français. Tout dépend de fondamentaux de la loi de l'offre et de la demande. Et il s'avère que parfois, il y a effectivement des aléas climatiques qui impactent des pays. Et cette information vient effectivement jouer à la hausse comme à la baisse sur les niveaux des prix. Donc les conséquences sont d'abord économiques pour les producteurs céréaliers ? Tout à fait. En fait, la volatilité des prix, et en ce moment, depuis 3 ans, en fait, on est sur un phénomène plutôt de surproduction en blé, par exemple, et donc des cours relativement bas. Et on s'est aperçu qu'effectivement, quand on regarde les résultats économiques des exploitations agricoles spécialisées en grande culture, qu'on est sur des niveaux bas également. Donc la volatilité des prix entraîne une volatilité des revenus, ce qui n'est pas toujours très simple aux producteurs dans la gestion au quotidien de son exploitation agricole. Alors justement, pour parer à cette volatilité, enfin le plus possible en tout cas, il est nécessaire d'avoir de bonnes analyses du marché et de bons outils. Xavier Casdan, vous en avez mis plusieurs en place avec le Crédit Agricole. Lesquels ? Alors je vais surtout citer le site Plein Champ, qui est un site d'information générale qui concerne toutes les filières, mais bien entendu les filières céréalières. Il permet d'apporter des informations autour de la météo, mais de la météo locale en fonction de là où se trouve l'agriculteur qui le consulte. C'est quand même 2,5 millions de visites par mois et environ 6 millions de pages vues. Donc c'est le premier site d'information agricole consulté par l'agriculture ou par les spécialisés dans le secteur agricole. Et c'est aussi un site avec ce qu'on appelle les services experts qui amènent l'analyse faite par des experts dont Michel Portier en est un des premiers contributeurs pour éclairer en fait les agriculteurs dans leur choix, dans leur façon de mieux commercialiser leur production. Alors justement, Michel Portier, Agritel, parlez-nous de cet organisme bien utile, bien sûr, pour les producteurs de céréales en France. Je vous confirme, organisme essentiel pour les agriculteurs. Ouais. Agritel, nous sommes une société indépendante qui analyse les marchés et qui met en place tous les outils qui permettent, comme l'a dit Xavier, de gérer la volatilité. Effectivement, les prix agricoles fluctuent énormément. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits dits météo-sensibles. Il suffit que le climat soit favorable pour qu'il y ait une bonne production et pour que les prix baissent. C'est ce qui se passe depuis 3 ans maintenant. Et inversement, il suffit qu'il y ait un incident climatique quelque part dans le monde, notamment chez nos pays concurrents, pour que les prix s'envolent. Or, face à cette volatilité, ce que souhaite
le producteur, c'est une sécurisation de sa marge, une sécurisation de ses revenus. Il ne s'agit pas de faire un revenu extraordinaire une année et puis 2 années de suite d'être en déficit. L'idée est de lisser ses revenus et notre société accompagne les producteurs et l'ensemble des acteurs de la filière, c'est-à-dire organismes stockeurs, industrie première et seconde transformation, pour faire que, quelle que soit, on va dire, l'évolution des marchés, on sécurise un minimum les revenus à travers des outils financiers comme les marchés à terme notamment. Alors justement, quels sont vos domaines de compétences et vos actions ? Nous avons 4 pôles de compétences. Nous sommes 32 consultants avec la maison mère à Paris, une filiale en Ukraine qui est important puisque l'Ukraine est l'un de nos principaux pays compétiteurs pour la France, et aussi une filiale en Chine, à Shanghai, pour voir le côté un petit peu de demande face à l'offre que fait l'Europe. Donc nos 4 métiers, c'est quoi? C'est l'analyse de marché. Nous faisons des analyses au quotidien et nous alimentons d'ailleurs le site de Plein-Champ au quotidien sur l'ensemble des marchés de matières premières agricoles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de marché, l'information. Deuxième pôle d'activité, ce sont les formations. Nous faisons environ 200 jours de formation par an, donc c'est important. Nous aidons les acteurs de la filière à utiliser les outils financiers pour sécuriser leurs marges. Ça, c'est le deuxième pôle d'activité. Troisième pôle d'activité, c'est tout ce qui est études prospectives. Alors, quand je dis études prospectives, nous allons monter, par exemple, des modèles économétriques pour essayer d'étudier, de prévoir le comportement d'achat, par exemple, des agriculteurs en termes de matériel agricole. Ça fait partie de nos marchés. Et nous avons travaillé récemment sur le lancement pour Euronext, donc pour la bourse européenne, de contrats à terme sur le lait, poudre de lait, poudre de lactose, sérum, beurre. Et tout récemment, Euronext a annoncé, ça m'a intéressé, mais bien sûr, madame. Je me retourne vers Mercotte, poudre de lait. Euronext a annoncé le lancement d'un contrat sucre pour l'année prochaine, un marché à terme du sucre qui permettra donc aux différents acteurs de la filière de se protéger contre les fluctuations du prix du sucre. Parce que finalement, tous ces produits-là fluctuent énormément, c'est ça, et sont justement tributaires de ces variations. On ne peut pas réguler ces marchés, hein. C'est on va dire, Seigneur Météo qui est, j'allais dire, le principal driver. J'adore, vous avez raison. J'ai lu quelque part quelque chose qui m'a fait froid dans le dos, c'est que les producteurs de céréales françaises produisent sans forcément connaître le prix qu'ils obtiendront par la suite. Oui. Donc ça doit être terriblement angoissant, anxiogène, d'où l'idée d'avoir des outils comme Agritel ou Plein-Champ. Exactement, l'idée c'est d'avoir une cotation 2 ans à l'avance, ou tout au moins avoir une cotation qui permette au moment du semis, c'est-à-dire au moment où l'agriculteur, le producteur va engager des dépenses, il va engager des dépenses pour la future récolte, le blé se sème à l'automne, pour une récolte au printemps de l'année suivante, de l'été pardon, de l'année suivante. Donc l'idée est qu'au moment du semis, l'agriculteur ait une visibilité sur le prix qui va pouvoir lui être payé. Et pour cette visibilité, on fait 2 choses. On fait de l'analyse de marché qu'on va dispenser sur Plein-Champ, et on fait aussi la mise en place d'outils d'assurance à travers les marchés à terme pour pouvoir lisser et prévoir. Mercotte, vous imaginez autant de fluctuations derrière toutes ces matières premières? Je savais un petit peu ce problème, mais par exemple... alors, ils peuvent semer moins, ou est-ce que ça influe sur le fait qu'ils sèment moins ou plus selon les prévisions? La logique, ça devrait être ça. Vous avez tout à fait raison. Mais tout n'est pas logique dans notre monde. C'est-à-dire que la logique voudrait qu'effectivement, en fonction des prix, on décide d'un choix d'assolement. Or, ça se fait assez facilement sur les pays d'Amérique du Sud, par exemple. Les farmers brésiliens et argentins regardent un petit peu à quel prix va être payé le soja ou le maïs pour la récolte à venir, et en fonction des prix qu'ils voient sur la bourse, c'est un marché à terme, ils vont effectivement décider de semer un peu plus de maïs, un peu moins de soja, etc. En France, on s'aperçoit que quelle que soit l'évolution des cours, on a une variabilité sur l'assolement, c'est-à-dire sur les intentions d'emblavement, qui sont beaucoup plus réduites. Pourquoi? Parce qu'on a des contraintes agronomiques, on a à respecter un cycle agronomique, et par exemple, derrière un blé, on va mettre un colza, on va mettre une betterave, etc. Donc on a beaucoup plus de contraintes agronomiques, on va dire, que certainement les agriculteurs américains ou sud-américains, ne serait-ce que par le fait qu'on nous interdit l'utilisation des OGM en France. Voilà. Et oui.
Ah oui. Xavier Casdan, pour conclure et en 2 mots, je crois que vous avez d'autres outils au sein du Crédit Agricole qui permettent de... En fait, c'est pour reprendre ce que Michel évoquait à travers le fait d'effectivement de prendre des positions sur les marchés à terme pour permettre de sécuriser au mieux le revenu des agriculteurs. En fait, le groupe Crédit Agricole, par sa filiale CACEIS, permet en fait aux agriculteurs de pouvoir accéder à ces outils qui sont complexes, mais qui sont effectivement utiles pour gérer au mieux. Ça permet en fait aux producteurs de pouvoir fixer un prix, de se couvrir en cas de baisse de prix par des produits d'assurance donc sur les marchés à terme, voire de profiter d'une hausse quand il y a une hausse, sauf que la période que nous connaissons actuellement, depuis 2-3 ans, fait que les prix sont quand même relativement bas. Bien, merci beaucoup Xavier Casdan, merci Michel Portier. Merci. Je rappelle que le 26 et 27 janvier 2017, vous avez encore un petit peu le temps, il y a une grande conférence internationale sur les marchés appelée Paris Grain Day. Voilà, vous viendrez nous en parler parce que ce sera juste avant le prochain salon de l'agriculture. Merci messieurs. Et tout de suite, je vous propose de rejoindre Julien Rosburger, notre envoyé spécial fromage de Savoie aujourd'hui. Salut Julien. Bonjour Frédéric, bonsoir Frédéric, bonsoir Mercotte. Il vous entend, vous l'avez dit. Parler, Bonsoir. J'attends envoyé avec spécial impatience. fromage parce que Mercotte aime beaucoup le fromage. Ouais. Et ce soir, on parle Beaufort pour commencer avec Monsieur Pellissier. Bonjour. Alors, c'est pas n'importe quel Beaufort. On a du Beaufort d'été, du Beaufort d'hiver. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, exactement. Il existe 3 sortes de Beaufort. Le Beaufort d'hiver et le Beaufort d'été. Et ensuite, le Beaufort d'alpage. Donc, c'est une appellation d'origine protégée. Le Beaufort d'hiver, il est essentiellement effectué l'hiver du 1er novembre au 31 mai. C'est un Beaufort dont les vaches sont nourries essentiellement avec les fourrages que l'on récolte pendant la saison estivale. Et ensuite, l'été, à partir du 1er juin jusqu'au 31 octobre, nous avons le droit de produire du Beaufort d'alpage ou du Beaufort d'été. Donc le Beaufort chalet d'alpage est un Beaufort qui est fabriqué de manière ancestrale. Donc la fabrication est faite à la main et entièrement soutiré le fromage à la main. Que le Beaufort d'été, lui, est nourri pareil, les vaches sont nourries à l'air, exactement pareil. Sauf que la différence qu'il fait entre les deux, c'est que le soutirage du Beaufort est fait à l'aide d'une machine qui vient aspirer le grain de caillé de la cuve pour être pressé ensuite en Beaufort. Alors, le Beaufort chalet d'alpage, c'est très difficile à faire, c'est ancestral. Vous êtes un des rares encore à faire ce fameux Beaufort. Oui, en effet, on est un des seuls à faire encore. On est très peu à effectuer ce fromage-là, car sur la zone AC Beaufort, il reste environ une quinzaine de petits producteurs qui fabriquent ce Beaufort chalet d'alpage. Alors moi j'ai hâte d'en goûter, on va essayer de vous en ramener, il faut vraiment en ramener surtout pour Mercotte. Qu'est-ce qu'il a de particulier en termes de goût, ce Beaufort chalet d'alpage ? C'est un Beaufort où les vaches pâturent l'été entre 1500 mètres et 2500 mètres d'altitude. Donc elles sont nourries que d'herbe, sans rien d'autre. Et c'est un fromage qui est très très fruité et dont le fait qu'il soit très fruité, c'est le fait de son affinage, dont il reste 6 mois minimum en cave d'affinage avant de pouvoir être commercialisé. Et le fait qu'il soit une pâte pressée et cuite, on peut le conserver jusqu'à 1 an et demi sans problème. Et plus le fromage sera gardé en cave d'affinage, plus le goût peut être prononcé. Alors vous êtes un spécialiste du Beaufort, si j'ose dire. Comment vous le dégustez ? Nous le dégustons essentiellement en petits cubes à l'apéro, ou sinon avec un bon verre de vin rouge. Et un petit peu de vin peut-être avec ? Oui, avec une bonne mondeuse de Savoie, l'ensemble des deux se marie très bien. Alors, si on veut vous retrouver, où ça se passe au Salon de l'Agriculture ? Si vous voulez nous retrouver, on est là pendant les 10 jours sur le Salon de l'Agriculture, juste dans le hall 1, à côté de la salle de traite, en face du Grand Ring. Alors, Mercotte, ça vous donne envie ce petit Beaufort ? Moi j'adore le Beaufort, je suis très sélective, je n'aime que celui de chalet d'alpage. Et puis j'aime celui qui est affiné un peu plus longtemps, mais ça fait pas l'unanimité. Mais moi je suis ferme sur mes positions. Ça c'est bien vrai. En tout cas Mercotte, elle faisait des pouces levés pour dire que Ludovic, votre invité, était exceptionnel et qu'il a parlé à merveille de ce beau fromage de Savoie. Donc on valide, ok ? Ok, alors ils ont beaucoup aimé le Beaufort et Mercotte a envie d'en goûter un bout. Alors là, voilà. Il n'y a
On se retrouve tout à l'heure avec pour du reblochon. Avec plaisir, mon Julien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, tout de suite, on va aller rejoindre nos deux petites amies du salon. Elles s'appellent Morgane et Lina. Vous allez faire connaissance. Elles sont adorables. Elles ont 8 et 5 ans. Et bien aujourd'hui, leur mission, c'est de découvrir la ferme pédagogique. Waouh. Bonjour et bienvenue à la ferme pédagogique. Merci. Merci. Le rôle de la ferme pédagogique, c'est de regrouper dans un même espace tous les animaux qu'on peut trouver dans une ferme et tous les acteurs qui interviennent dans cette ferme, c'est-à-dire aussi bien ceux qui s'occupent des animaux que ceux qui les soignent, et de montrer les interactions qu'il y a entre ces différentes personnes. La ferme a été conçue pour que les enfants puissent approcher les animaux. Un peu partout, ils sont souvent derrière une rangée d'adultes et ont un petit peu de mal à apercevoir les animaux. Ici, il y a des circuits qui leur sont réservés. L'endroit où on se trouve est accessible uniquement aux enfants. Il n'y a donc pas de grande barrière, ils peuvent approcher les animaux. La ferme pédagogique existe sous cette forme depuis 3 ans, grâce notamment à l'appui de la FNSEA. Elle avait été initialisée il y a environ 5 ans par les vétérinaires. Il y a de très nombreux enfants qui visitent cette ferme pédagogique, surtout dès qu'on sort les animaux. À partir du moment où on fait intervenir des animaux qu'ils peuvent approcher, où on va sortir les oies, sortir les chiens, sortir les poules. Tous les animaux sont préparés à ce genre d'animation et donc sont familiers, ils peuvent être caressés, approchés, nourris par les enfants. T'as vu, elle est gentille. Alors elle est toute jeune, elle a 5 mois. J'ai envie d'aller voir des autres animaux, par exemple ces lapins. Un gros lapin par exemple? Oui. Wow. Alors celui-là, c'est ce qu'on appelle un lapin de Otto. C'est un lapin normand Il est très qui est gentil. comme maquigné. Il est très gentil. Avec ses yeux. Voilà. Ils sont hyper gros ses yeux. Alors cette année, au niveau de la ferme pédagogique, on a souhaité développer le thème de l'alimentation des animaux. On a constaté, notamment l'année dernière, que pour les enfants, les animaux mangeaient des granulés ou des croquettes et qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'il y avait dedans. Donc on oublie que le lapin est un herbivore, on oublie qu'il ne mange pas que des carottes. Et donc le but, c'était pour nous de faire découvrir aux enfants ce qu'il y a dans l'alimentation de leurs animaux. On leur apprend déjà à reconnaître les différents aliments. On leur apprend quels sont les besoins de chaque animal et on va leur apprendre à choisir les aliments et à leur permettre d'observer aussi la façon dont les animaux se nourrissent. La comparaison qu'on a vis-à-vis des enfants, c'est de dire si on donne que des carottes à manger à un lapin, c'est comme si on donnait que des frites à manger à un enfant. Pour les animaux, on a préparé des pommes, une feuille de chou, des carottes, de la salade, du persil, des navets. Moi, je pense que les poules vont manger le maïs. On peut le poser maintenant, s'il vous plaît. J'ai appris que les poules ils mangeaient plusieurs aliments. Ils mangent le persil, ils mangent la pomme, ils mangent des vers aussi de farine. Alors, la ferme pédagogique se trouve au fond du hall 4, juste à côté donc, du stand des vétérinaires, du stand du ministère de l'Agriculture. La ferme pédagogique, c'est hyper cool. À demain, au revoir. À demain. Allez, à demain les petites belettes. On va passer tout de suite à notre prochaine chronique qui s'appelle Le coup de pouce du jour. C'est parti.
Mercotte, est-ce que vous avez déjà fait appel à un drive ? Alors, un drive, pas exactement, mais nous, en Savoie, par exemple, on peut prendre des paniers dans certaines gares. On peut aller au lycée agricole, commander par Internet ses paniers et ses légumes et on a tout. C'est pas vraiment un drive, mais ça doit exister. Mais bon, je connais pas tout, hein, faut pas croire. Mais effectivement, je connais le principe, bien sûr. Les circuits courts, c'est super. Tout à fait. Et le drive des champs qui existe depuis 2013 maintenant. L'idée est bien sûr de contribuer au développement d'un drive fermier en région parisienne pour permettre, comme vous le disiez, de commander, de consommer en circuit court des produits locaux. Et c'est la belle idée qu'a eu Florent Ayoun, qui est le fondateur justement de Drive des Champs. Bonjour Florent. Bonjour. Et Stéphanie Beverly, qui elle s'occupe du Drive des Champs Yvelines et Val d'Oise. Bonjour. Donc vous Stéphanie, vous avez rejoint l'aventure un petit peu plus tard, mais c'est vous Florent qui êtes à l'origine de ce beau projet. Comment ça est né ? Eh ben, très simplement. Ça est né, c'est pas français ça ? Oui, comment c'est né ? C'est né d'une soirée où on sort du bureau et on se dit qu'on retrouve pas les saveurs qu'on avait l'habitude de trouver dans la campagne francilienne. Et du coup, on réfléchit sur comment apporter ces produits au plus près des zones tertiaires de l'Île-de-France. Et donc, de fil en aiguille, on commence à questionner les producteurs, questionner les consommateurs et trouver le format logistique qui permet de prendre la commande, de passer commande au producteur et tout ça en flux tendu pour livrer la personne dans le bon créneau horaire de 16h30 à 19h à la sortie du bureau avec que des produits locaux. Alors justement, parlons-en de ces produits locaux. Quelle est votre gamme de produits ? Qu'est-ce que vous proposez ? Oula, elle est bien variée. Ah oui ? Oui, en fait, combien on a commencé, comme Stéphanie, on a commencé à la base avec des maraîchers. Ouais. Après, sont venus se greffer des éleveurs au vin, des volailles, du bœuf. Les œufs sont arrivés, la crèmerie, l'épicerie. Et aujourd'hui, on va dire avec l'ensemble du réseau Drive des Champs, donc Sud Île-de-France et Nord-Ouest Île-de-France, on travaille à peu près avec une centaine de producteurs pour une offre qui varie entre 1000 et 1500 produits en fonction de la saison. Voilà, donc c'est vrai qu'au printemps, à l'été, on a beaucoup plus d'offres. Là, c'est un peu la période un petit peu plus calme. Mais bon, on a ce plaisir à redécouvrir les saveurs en fonction des saisons. 1500 produits, c'est énorme. En circuit court, c'est très bien, oui, mais c'est une région qui est aussi assez grande, hein. Donc c'est un petit peu normal. Et oui, l'hiver, c'est un petit peu tristounet. On a toujours les mêmes choses dans le panier, hein. Les courges, voilà, les pommes de terre, les choux, les légumes anciens, heureusement, on les redécouvre. C'est là où, voilà, justement, ça on a c'est besoin très de bien. votre inspiration. Voilà, c'est ça, il faut des bons produits, puis après des bonnes recettes. L'idée d'être locavore, c'est vraiment l'avenir à mon avis. Même les chefs étoilés se mettent à être locavores, tout le monde. Donc ça, c'est top. Stéphanie, moi je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrée avec Florent. En fait, moi je travaillais sur Paris, je faisais les allers-retours en train et à l'époque je m'étais dit qu'est-ce que ce serait bien de pouvoir, à la sortie du bureau, pouvoir récupérer des produits consommés local. Vous ne travailliez pas du tout à l'époque dans ce domaine-là ? Pas du tout. Vous faisiez quoi ? J'étais dans la communication à l'international, mais par contre je suis issue d'une famille d'agriculteurs, bon, comme de nombreux Français finalement. Et donc, voilà. Le virage de la quarantaine, on remet tout à plat. Ah bon, je vois pas de quoi vous voulez parler. C'est quoi ce virage ? Vous l'avez pris vous déjà ce virage-là ? Il y a si longtemps. Mais non, mais n'importe quoi. Mais c'est positif, c'est que du positif. Mais bien sûr. Et donc du coup, je me suis posée, qu'est-ce que je veux faire ? Et j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à chercher des solutions pour consommer local en Île-de-France. Et j'avais entendu parler des drives de produits fermiers en province. Mais il n'y en avait pas sur l'Île-de-France, à part Florent qui avait créé donc le Drive des Champs. Donc j'ai appelé Florent, on s'est rencontrés et ça a commencé comme ça. Ouais, vous avez l'air d'avoir une belle complicité. Ça fait combien de temps que du coup vous travaillez ensemble, si je puis dire ? Ça va bientôt faire 1 an. Moi, j'ai lancé l'activité en mai 2015. Et il y a eu à peu près 1 an de gestation avant pour monter le projet. Du coup, ça veut dire que vous, Stéphanie, vous vous êtes inspirée complètement du Drive des Champs, du premier, c'est ça ? Oui, tout à fait. Florent m'a guidée en fait, dans le montage du projet. Elle m'a fait bénéficier de son expérience.
Et à partir de là, j'ai été moi contacter les producteurs sur mon territoire et voir si on avait matière à travailler ensemble, s'ils étaient prêts à travailler avec moi. Et vous, donc Florent, vous étiez disposé à pérenniser, à faire grandir cette entreprise du Drive. Exactement, en fait, on est parti de notre expérience et on a adapté nos outils pour accompagner Stéphanie. Et aujourd'hui, on a une équipe de jeunes geeks. Il n'y a pas que des vieux geeks. Hein. Voilà, on travaille vraiment sur une solution logistique dédiée à ce type de commerce dans le circuit court. Ouais. Et donc, on a une partie visible par le client qui est le front office, le site de e-commerce. Et derrière, on est en train de déployer nos applications logistiques dédiées au circuit court. Parce qu'on a une petite particularité, c'est qu'on a fait le choix de travailler en faisant de l'insertion. Donc tous les deux, on travaille avec des structures qui sont des ESAT, qui favorisent l'insertion de personnes en situation de handicap. Donc on ramène nos cagettes de fruits bruts et l'ensachage et la préparation des commandes est fait par des personnes avec différents types de handicap, ouais. Et ça se passe métier, c'est pas facile tous les jours. Ça on le sait. Mais on a développé nos applications, nos propres outils pour, en fonction du handicap, pouvoir discriminer les erreurs. Une personne qui ne sait pas compter, on va l'accompagner d'une certaine façon. Une personne qui sait lire d'une autre. Voilà, donc il y a aussi cet enrichissement personnel derrière, en plus d'être en circuit court, en direct avec les producteurs, avec les consommateurs. Voilà, on est dans ces valeurs humaines que vous véhiculez. Parce que vous ne savez pas, Mercotte, c'est que dans l'aventure, il y a Mimosa. Mimosa, c'est une plateforme de financement participatif. Donc on fait appel, bien sûr. Oui. Elle connaît tout. Non, mais c'est énervant. Le crowdfunding, mais alors celui-là, Mimosa, il est particulier parce qu'il s'adresse exclusivement à des projets qui tournent autour de l'agriculture. Très bien. Voilà, donc c'est très ciblé. Et c'est vrai que Stéphanie, elle s'est dit, je vais avoir besoin, bien sûr, de matériel. Comment je vais faire? Est-ce que je vais voir une banque traditionnelle? Ou alors est-ce que je fais appel à ce site? Et elle a décidé donc de jouer l'aventure Mimosa. Comment vous avez entendu parler de cet organisme? Alors en fait, j'ai entendu parler de Mimosa par une amie qui avait entendu Florian Breton sur une radio, parler de l'aventure. Et donc, j'ai contacté Florian, il m'a expliqué un petit peu le fonctionnement. Et je me suis lancée dans le mot l'aventure. C'est vraiment l'aventure. Bien sûr, hein. Et ça a été, Alors, ça s'est bien passé? C'est très très bien passé. On se sent porté par un élan de solidarité parce que voilà, c'est l'effet un peu boule de neige. Au début, on commence juste avec la famille, les amis. Et après, c'est les amis des amis. Et après, c'est les amis des amis des amis. Et voilà, mais justement, j'ai eu des contributeurs de Savoie. Voilà, on les salue, nos amis de Savoie, qui ont été généreux sur ce projet. Vous aviez besoin de combien, Stéphanie? Alors, j'avais chiffré le complément en fait au prêt bancaire que j'espérais avoir à 6 000 €. Et donc, parallèlement à cela, j'avais des conversations, des discussions qui avaient été engagées avec différentes banques. Je n'apprendrai rien en disant que ça a été assez compliqué jusqu'à ce que je tombe sur la bonne personne et qu'ils comprennent exactement ce que je voulais faire. Et le fait d'avoir eu Mimosa en financement participatif a fini de boucler le projet en fait. Donc 6 000 €, vous les avez eus d'abord ces 6 000 €? Je les ai eus, j'ai eu un petit peu plus d'ailleurs. Voilà, parfait, un petit rab. On aime bien le rab, hein. Ouais, c'est très bien. En cuisine comme quand on lance une et j'en profite pour remercier tous mes contributeurs. D'ailleurs, on a encore des petites contreparties qui sont toujours en cours là. On doit organiser des petites visites à la pisciculture de la Villette dans les Yvelines notamment. Voilà, des petites choses sympathiques. Eh bien, on vous souhaite plein de succès pour le Drive des Champs. Vous pouvez bien sûr retrouver les informations sur le site internet drivedeschamps.fr et bien sûr sur leur page Facebook et Twitter. Je sais que vous en avez un Facebook bien aussi. Sûr. Mercotte, à très bientôt. Merci. Et quant à nous, nous allons aller dans les dessous du salon de l'agriculture, à la rencontre des vétérinaires de ce salon. Ouh, ça va être fun. Il est 8h, le salon de l'agriculture est encore fermé au public, mais Alain Marmoiton, l'un des vétérinaires du salon, est déjà sur le pont. Et elles sont arrivées quand? Jeudi? Vendredi? Première consultation pour le docteur, une éleveuse l'a appelé préoccupée. Ses brebis sont apparemment fiévreuses.
Les petits ruminants, de toute façon, c'est hyper fragile. Quoi. Ouais. Bon, 39,2, c'est pas des grosses fièvres, mais... Problème de respiration, fièvre, les animaux ont attrapé un gros coup de froid à leur arrivée. Ouais, ma biquette, qu'est-ce que t'en dis, toi? T'es cool, mes mères. T'es super cool. Bon, bah là, c'est purement un problème de transport. C'est-à-dire c'est les animaux qui ont pris froid pendant leur transport. Il faut surveiller parce que les chèvres, c'est hyper fragile. Hein. C'est-à-dire que c'est très rustique comme animal quand on va dans la campagne, mais c'est très fragile. Donc il faut, il faut vite s'en occuper. Mais oui, on est d'accord. Alain leur administre alors un antibiotique. Et si certaines biquettes se laissent soigner sans broncher, d'autres sont plus récalcitrantes. Ah merde! Oh, Une chose est sûre, être vétérinaire au salon de l'agriculture demande de la dextérité. Pour Alain, la matinée s'arrête ici. Il est déjà temps de partir sur une autre intervention. Aujourd'hui, il n'y a plus de naissance sur le salon de l'agriculture. Alors, on soigne plutôt des petits bobos sans gravité, une foulure, un panari, une infection. Régulièrement, Alain fait une halte à sa voiture pour se réapprovisionner en matériel. Alors, on fait un petit peu le plein de matos. C'est un peu sa pharmacie ambulante. Alors c'est ma pharmacie en fait, je viens avec tous nos matériels qui vont nous permettre de travailler, que ce soit les matériels d'injection, que ce soit les matériels pour faire des accouchements, une caisse à césarienne avec des boîtes de chirurgie pour opérer. J'ai même un pistolet hypodermique s'il faut tranquilliser une bestiole. On essaye de tout prévoir. Mais une fois encore, pas le temps de chômer. Une magnifique Montbéliarde ne s'alimente plus. Son éleveur, inquiet, attend Alain avec impatience. C'est la première ? Ah, la deuxième. Là, je sais pas, je dois voir. On va prendre la température déjà, on va voir, on va voir. Hier, elle n'a pas mangé depuis hier et là, bon, le rumine apparemment ce matin, mais on va regarder. Calme, un petit peu, mais ça tombe pas plein pot. Hein. Il ne mange pas normalement, il n'est pas... Depuis hier soir déjà, la surveille, c'est pas le top, on va dire. Banette ne rumine pas bien. Alain décide alors de faire une perfusion. Juste ça. Tu tiens le nez ? Ouais, je sais pas. T'es prêt ? Mais c'était sans compter sur son fort tempérament. Alain n'a plus qu'à chercher son aiguille dans une botte de foin. Ah putain, mais arrête. Ah, Tarine, c'est rare qu'elle bouge comme ça. J'ai vu ça sur une bande d'Aquitaine une fois, putain. C'est lui, ça. Ah ouais, c'est... Ce n'est pas toujours facile d'intervenir dans le bruit, au milieu du public et en toute sécurité. On vient pas pour gagner de l'argent, on vient vraiment par plaisir, par passion. Hein. Comme je dis, c'est super intéressant de travailler sur plusieurs espèces, super intéressant de voir des gens qu'on ne connaît pas, et puis d'entendre les gens qui disent bah oui, la présence d'un véto c'est indispensable, de voir qu'en fait, de sentir en fait qu'on est partenaire dans l'agriculture et pas à deux postes complètement différents. Malgré la fatigue et le rythme soutenu qu'impose la présence des centaines d'animaux du salon, pour l'ange gardien des éleveurs et de leurs bêtes, le plaisir d'intervenir dans la plus grande ferme de France reste intact avec les années. Voilà un sujet de Léonie Samel. Étonnant, hein, le travail du vétérinaire au salon. Ah, étonnant. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il dit il est prêt à faire un accouchement, une césarienne. Mais moi, je serais une vache enceinte, je ne l'amènerais pas au salon, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est très très rare aujourd'hui. Hein. On a presque plus d'animaux ou de femelles qui sont enceintes. Ou voilà, on appelle ça un velage. On dit pas enceinte, mais non, enfin voilà, qui porte en tout cas. On se comprend, quoi. On s'est compris. De toute façon, c'est donner naissance, c'est pareil, hein, voilà. Bah voilà. Bon, en tout cas, c'est un reportage vraiment très intéressant. Intéressant. Et voilà, vous voyez que le travail des vétérinaires, il est méritant, il est exemplaire, parce qu'il y a presque 4000 bêtes sur le salon. Donc, et puis, alors, vous avez vu, poils, plumes, cornes, ça part dans tous les sens.
Pas mal, bravo les vétérinaires, chapeau. Allez, tout de suite, on va retrouver un spécialiste, non pas des animaux, mais des produits des régions. C'est Julien Rosburger, bien sûr, avec un autre fromage. Ah, le reblochon. Mais voilà. Mais c'est encore moi, avec du reblochon. Du bonbon reblochon et Monsieur Fillon. Alors, Monsieur Fillon, vous êtes venu avec quoi dans ce joli stand? Bonjour à tous. Donc, je suis venu exposer et vendre du reblochon fermier. Donc, je dirais produit phare de la Haute-Savoie, puisque c'est la première AOP qui a été créée au niveau des fromages de Savoie. Donc aujourd'hui, en reblochon fermier, nous sommes à peu près 135 producteurs, donc qui fabriquent matin et soir à la ferme. Alors, il dit bien reblochon fermier, parce qu'il y a reblochon fermier et reblochon laitier. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc il y a deux sortes de reblochon. Donc le fermier, qui lui est fabriqué 2 fois par jour, donc matin et soir, après la traite du troupeau, donc du fabricant. C'est-à-dire le lait que d'un seul troupeau. Et donc c'est du lait qui n'est pas refroidi, qui est fabriqué directement après la traite. Ensuite, ce qu'il compare au reblochon laitier, c'est le ramassage en fruitière de plusieurs exploitations. Le lait de plusieurs exploitations est transformé donc en fruitière et non sur le lieu de traite. Et ce fameux reblochon alors fermier, en quoi il est meilleur? Le goût est différent, c'est ça? Alors ce qui les distingue un peu les deux, c'est que le reblochon fermier est plus crémeux et il a un goût typique propre à l'exploitation au fabricant. C'est-à-dire, vu que c'est du fromage qui est fabriqué dans plusieurs exploitations, chaque exploitation a son mode de fabrication, a un peu ses systèmes de fabrication qui sont mis en génération, un peu le savoir-faire qui se transmet d'année en année. Et donc, ça donne la typicité aussi du reblochon fermier, quoi. Alors quand on veut du bon reblochon, c'est donc reblochon fermier. Et en dehors de ça, le reblochon, pour nous, c'est la tartiflette, mais ce n'est pas que la tartiflette. Non, ce n'est que pas la tartiflette et surtout, le reblochon, à la base, a été fabriqué pour être un fromage dégusté, mangé au couteau, quoi, sur le plateau. Et donc après est venue la recette de la tartiflette et bien sûr a été mis en avant le reblochon. Et si vous voulez faire une vraie tartiflette et une bonne tartiflette, surtout faites-le avec du reblochon. Autrement, ce n'est pas une tartiflette avec d'autres fromages qui ont essayé de copier la fabrication du reblochon pour faire la tartiflette. Parce que la tartiflette, ce n'est pas une recette qui est protégée. Donc certains industriels ont imité la fabrication du reblochon pour faire un plat cuisiné, quoi. Alors le reblochon, pas forcément en tartiflette. Quand vous dites ça aux gens au salon de l'agriculture, quand ils le dégustent, ils sont un peu étonnés? Bien sûr, aujourd'hui, ils sont étonnés puisqu'ils connaissent le reblochon à travers la tartiflette. Et donc, c'est pour ça que nous, les producteurs, on participe au financement de la communication, justement, pour redonner cet aspect de fromage au plateau, quoi. Et c'est, dans un premier but, c'est ça, c'est le fromage, le reblochon, c'est un fromage de plateau à déguster avec un bon morceau de pain et un vin de Savoie. Alors si Frédéric et Mercotte veulent venir vous voir, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, au salon de l'agriculture, ça se passe où? C'est dans le hall 1 et donc sur le stand des Savoie, il y a la fromagerie. À côté, il y a nos races Abondance qui sont en concours mercredi. Et donc voilà, c'est facile à trouver. Il y a la dégustation, il y a les territoires, donc avec toutes les stations de ski, et la démonstration de fabrication de tous les produits de Savoie au niveau fromagère et l'atelier de vente. Voilà. Alors Mickaël vous attend avec les reblochons. Nous arrivons, on termine cette émission et avec Mercotte on fonce. Bien Mercotte, vous êtes contente, hein, on a bien réhabilité. Mais il a oublié une chose très très importante. Allez-y. Parce que comment vous allez retrouver un reblochon fruitier ou fermier ou laitier? Il y a une plaque de caséine. Si la plaque de caséine est verte, c'est que c'est un reblochon fermier. Si la plaque de caséine est rouge, c'est un reblochon laitier. Ça, c'est très important pour les gens chez leurs fromagers ou leurs crémiers de pouvoir voir la différence. Bien sûr, c'est écrit sur le papier, mais quelquefois, c'est pas si clair que ça. Donc la plaque de caséine, c'est très important. Mais du coup, on va toujours vers le fermier, non? C'est quand même la belle idée. Bien évidemment. Bien évidemment. On est d'accord. Forcément qu'il y a du lait dans le fromage, mais s'il est fermier, ça veut dire, comme le disait d'ailleurs Mickaël, que chaque exploitation a son savoir-faire. Absolument. 2 fois par jour, le lait d'un seul troupeau, tout de suite après la traite, sans refroidir le lait, c'est très important. Et on met aussi un petit tissu au fond. C'est très important, oui. Et c'est complètement différent. Et quand on voit que les gens ils croient que c'est la tartiflette, la croziflette et tout ça, moi, ça me met très en colère. Je vois. C'est un vrai fromage de plateau
Eh bien voilà. Super bon. J'espère qu'à travers cette chronique avec Mickaël Filion et Julien et vous-même, on a pu réhabiliter les lettres de noblesse du reblochon, qui est un fromage de plateau. On est bien d'accord. Julien, merci beaucoup. Vous embrassez votre invité. Beaucoup. Et puis si jamais il a besoin de faire un petit pipi, eh bien je pense que Mercotte peut aller le remplacer au pied levé sur le stand. Merci pour toutes les informations. À demain. Salut mon Julien, à très bientôt. Allez, tout de suite on enchaîne avec Parole d'agriculteur dans le MAG. Et oui, ils ont un savoir-faire et ils veulent le faire savoir. Eh bien, ils peuvent le faire grâce à Parole d'agriculteur. Nous a rejoint aujourd'hui Emmanuel Dalle. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Je vous présente Mercotte. Bonjour Mercotte. Alors, Savoie, Pas-de-Calais. Ouais, c'est les antipodes presque. Oui, mais nous avons une IGP pommes et poires de Savoie, nous aussi. Ah oui, c'est vrai que la Golden de Savoie est très bonne. Ah, c'est quoi une Oui, IGP? C'est une indication géographique protégée. Waouh, Mercotte. Mais alors, vous me scotchez à chaque fois, quoi. Elle connaît tout. Hein. Donc, des pommes à droite, des pommes à gauche. Et vous êtes justement arboriculteur. Vous les cultivez, ces pommes du Pas-de-Calais. Emmanuel. Donc c'est ça, le métier d'arboriculteur, c'est de cultiver des pommiers, des poiriers, des pêchers, mais dans notre région, c'est les pommiers et poiriers. Quel type de pomme? On en a cité une, il y en a d'autres, j'imagine. Donc la pomme de référence chez nous, c'est la Boscope, c'est la pomme c'est la meilleure, c'est celle que je mange tous les matins. Une Boscope à jeun tous les matins, jamais le médecin. Vous voyez, à mon âge. Bah voilà, c'était une publicité pour les Boscopes. J'adore les Boscopes. Les poires, la poire reine, c'est la doyennée du comice, et puis la conférence. Donc vous êtes, on est d'accord, dans les productions régionales. Hein. On ne va pas chercher ailleurs. Non, nous on produit sous la marque notamment Saveur en Or, qui est une marque qui est connue dans la région. Et puis aussi sous des labels comme filière qualité contrôlée. Et aussi on est référencé Global Gap. Mercotte, les pommes, on les utilise en pâtisserie, hein, bien sûr. Bien sûr. Les poires aussi d'ailleurs. La conférence tient très bien à la cuisson. C'est une très bonne poire. Vous faites ça, conférence? Poire au vin, c'est délicieux. Hein. Juste éplucher les conférences, une petite gousse de vanille, un peu de vin dans une terrine, et puis vous laissez au four pendant une demi-heure, c'est délicieux. Bah, c'est pas mal, voilà. Il faut faire votre blog, Emmanuel, aussi. Ça serait pas mal, non? Vous n'y avez pas pensé? On va en parler après l'émission. On va laisser le vin de côté, puis on va rester dans les poires et les pommes, surtout, puisque vous avez effectivement une activité d'arboriculteur qui nécessite bien de la main-d'œuvre, hein, mais pas tout le temps. Donc c'est vrai que l'exploitation compte quand même 20 salariés permanents tout au long de l'année. D'accord. Parce qu'il faut entretenir les arbres. Donc l'hiver c'est la taille. Après on a les éclaircissages. On a pendant l'été vérifier qu'il n'y a pas trop de fruits sur les arbres, la cueillette. Et puis après l'hiver on recommence la taille. Puis après bien sûr pendant l'hiver il faut aussi les vendre. Mais pendant 2 mois on a besoin d'avoir 25 personnes de plus sur l'entreprise pour venir nous aider à cueillir ces fruits aux bonnes dates, parce qu'on ne peut pas décaler de 15 jours. On doit cueillir la poire le bon jour et la pomme le bon jour. Mais alors comment vous faites pour recruter ces saisonniers? J'imagine qu'il faut avoir quand même des capacités, des connaissances. On ne cueille pas une pomme comme ça. Donc c'est vrai qu'avant on recueillait les CV des candidats et puis on devait faire un tri. Mais c'est très difficile parce que des candidats nous marquaient qu'ils avaient cueilli des pommes, mais ils avaient cueilli les pommes de leur jardin. Donc avec ça, on va pas très loin. Non, c'est pas la même chose. En effet, c'est comme pâtisser pour soi et pâtisser dans une pâtisserie. Donc maintenant, on a créé depuis 10 ans un partenariat avec Pôle Emploi. Et donc on fait le recrutement par simulation, c'est-à-dire qu'on fait passer des petits tests d'habilité, de savoir reconnaître des formes, des couleurs aux candidats. Et grâce à ça, on n'a plus besoin des CV, mais on sait que les gens qui vont venir chez nous seront aptes à cueillir des fruits. Mais attendez Emmanuel, quel rapport avec les pommes, les poires, les Scooby-Doo et puis les petites formes c'est étonnant, non? Ça vous choque pas, Mercotte? Non, j'imagine. Si, parce que quand on demande à un cueilleur de cueillir que les pommes de couleur rouge, s'il me cueille les pommes de couleur verte, ça ne me convient pas. On est très si je demande de cueillir les grosses pommes, s'il me cueille les petites, ça ne va pas non plus. Parce que toutes les pommes ne sont pas mûres en même temps sur l'arbre. Donc on va passer cueillir les plus grosses et les plus colorées et on repassera une semaine après. Donc depuis qu'on a fait ce partenariat, tous les candidats qui viennent chez nous restent pendant la cueillette et ils ne s'en vont pas au bout d'une demi-journée ou d'une journée parce que ça ne leur convient pas. Alors ça ne leur convient pas et puis ça ne vous convient pas aussi. Il y a une réciprocité malheureuse, j'imagine, donc c'est pour éviter ça. Il y a du temps à passer parce qu'il faut faire tout l'administratif. Et puis bien évidemment, les premiers jours, ils sont formés pour cette cueillette. Donc on attend d'eux en retour que pendant les mois et demi ou les 2 mois qui viennent, ils fassent le travail. Et si on a formé les gens pendant 2 ou 3 jours et qu'ils s'en vont, c'est vraiment du temps perdu pour tout le monde. Un échec pour eux et puis un échec pour nous. Bien sûr. Mercotte, vous avez déjà fait la saisonnière?
Il y a longtemps. Non, jamais. Les vendanges, les pommes. Mes enfants, les vendanges, parce qu'on a du vin, donc. Mais c'est pas facile, effectivement. Il y a une technique et tout. Ouais, une technique, et c'est vrai qu'on l'apprend souvent sur le tas, sauf que vous avez besoin de personnes qui sont réactives, qui sont adaptées pour ne pas manquer cette saison de la cueillette des pommes. Nous, c'est l'aboutissement d'une année de travail. Voilà. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas se louper. Et c'est pas un métier qui est difficile, c'est pas un métier salissant, mais c'est un métier qui demande de travailler dehors. Et si on ne peut pas travailler dehors ou on a peur des intempéries, c'est vrai qu'il ne faut pas venir dans cette profession. Ah non, ça c'est sûr, il faut être courageux, j'imagine. Pour terminer, vous diriez que vous êtes pleinement satisfait de cette association Pôle emploi, formation et je dirais recrutement en amont? Si je devais revenir en arrière, je ne reviendrai pas. Mais si je peux encore dire un petit mot. Bien sûr, vous pouvez. C'est-à-dire que je suis un agriculteur, mais un arboriculteur un peu particulier, parce que je suis un arboriculteur agri-demain. C'est-à-dire que j'ai accepté de recevoir du public sur mon exploitation et pour expliquer comment on produit les pommes. Et c'est vrai que quelquefois, on est très attaqué dans certaines émissions télé. Ouais. Et donc, on nous casse tout notre outil de travail, alors que ce n'est pas du tout comme ça la réalité. La réalité, c'est qu'on produit des fruits qui sont sains et que le consommateur peut manger sans aucun souci. Voilà, mieux communiquer pour mieux se faire connaître. Et merci beaucoup Emmanuel pour ce message, puis pour cette initiative. Voilà, on découvre plein de choses dans le MAC de Campagne TV sur le salon. Et tout de suite, on va aller faire une petite promenade dans les bois. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup est pas. Allez, c'est parti. Une petite promenade dans les bois en duplex avec l'ONF, l'Office national des forêts. J'imagine que vous connaissez, Mercotte, cet office merveilleux. Ils ont édité une charte. On en parle tous les jours. Chaque jour, on prend un exemple. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'être un bon promeneur, à quoi il faut faire attention, la sécurité notamment. Et aujourd'hui, on va parler du bois mort. Waouh! Ouais, waouh! Qu'est-ce qu'on en fait? Mais qu'est-ce qu'on fait du bois mort? Eh bien, on va tout de suite poser la question à Véronique Vinaud. Véronique Vinaud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de projet valorisation de la biodiversité pour l'ONF. Et donc, le bois mort fait bien sûr partie de cette chaîne de la biodiversité. Alors, le bois mort, pour nous, avec Mercotte, qui a eu des chiens, c'est un peu le petit bout de bois qu'on lance à Patouille, le labrador, et qu'il nous ramène plein de bave. Mais pour l'ONF, c'est du vécu, C'est ça. J'ai toujours du bois mort. Les arbres, il y a des petites branches qui tombent quand il y a du vent et tout ça. Donc c'est intéressant, ça m'intéresse. Alors justement, pour l'ONF, c'est quoi le bois mort, Véronique? Nous, c'est pas dans la forêt, mais c'est pas grave. Alors, c'est quoi le bois mort pour vous? Alors, le bois mort, c'est plusieurs choses. C'est effectivement le bois dont vous parlez, rapporté par votre chien, les branches qui sont tombées au sol, les petites branches comme les gros morceaux de bois. Et puis le bois mort, c'est aussi les arbres qui sont encore sur pied, qui sont les grands arbres qui ont vieilli, qui ont plus de 200 ans et qui commencent à vieillir. Les arbres qui ont été aussi touchés par les événements naturels, les tempêtes, et qui servent aussi à abriter un tas d'animaux et un tas d'espèces dans la forêt. Et puis c'est vrai que certains peuvent être tentés de ramasser ce bois. Alors quand c'est un petit bâton pour lancer au chien, ça va, il n'y a pas de problème, j'imagine. Mais est-ce qu'on a le droit de ramasser du bois mort pour sa consommation personnelle, son petit feu de cheminée? En forêt publique, on n'a pas le droit de ramasser le bois mort, en grande quantité, en tout cas c'est sûr. Donc évidemment, ramasser un peu de bois pour amuser son chien, il n'y a pas de souci. Mais le bois mort, il a un rôle important dans la forêt. Et donc, en principe, on n'a pas le droit de le ramasser, sauf si on va voir un forestier et qu'on lui demande l'autorisation pour une petite consommation personnelle. Ah, ça c'est chouette, il y a quand même une petite tolérance. On vous reconnaît bien là, moi je vous aime bien l'ONF. Alors vous disiez que le bois mort abrite une partie de la faune, de la forêt. Quels animaux par exemple on peut trouver? Alors ils sont nombreux. Il y a notamment les oiseaux qui viennent nicher dans les arbres creux, qui creusent les arbres un peu vieillissants ou morts, c'est plus facile, comme tous les pics, le pic vert, le pic noir. Et puis il y a aussi des insectes qui se nourrissent du bois mort. Il y a aussi des chauves-souris qui nichent dans l'écorce qui se décolle des vieilles branches et des vieux arbres. Et puis donc beaucoup d'insectes qui viennent creuser des galeries, se nourrir leurs larves. Donc
on dit que l'arbre, il a 2 vies. Il a une vie quand il grandit, il fait des feuilles, mais il a aussi une deuxième vie quand il est mort. Oui, donc source de nourriture, de logis pour toute la faune de la forêt. C'est vrai que nous, on pense aux insectes, hein, on va gratouiller un petit peu, mais les chauves-souris notamment, moi je n'imaginais pas qu'elles pouvaient nicher dans des troncs d'arbres ou du bois mort, c'est étonnant. Elles ne nichent pas effectivement, elles ne nichent pas que dans les maisons, on peut les trouver quelquefois dans les charpentes, mais on les trouve en forêt dans des fissures extrêmement fines et évidemment un petit peu plus facilement dans les arbres vieillissants dont l'écorce se décolle. Alors Véronique, du fait de son utilité, le bois mort fait l'objet d'une réglementation. C'est ça, hein, c'est très encadré. Hein. Alors en fait, l'Office national des forêts a des textes qui permettent de conserver certains vieux arbres qui sont donc riches pour la biodiversité, pour la faune comme pour la flore, et notamment aussi pour les champignons. Et donc, on réserve des îlots ce qu'on appelle des îlots de vieux bois en forêt pour pouvoir préserver cette biodiversité sur tout le territoire. Sur tout le territoire, c'est-à-dire qu'au niveau national, on fonctionne de la même manière ? Tout à fait. C'est des directives qui sont érigées au niveau national, qui sont mises en place par toutes les directions, puisque l'Office national des forêts gère l'ensemble des forêts domaniales de l'État et des forêts des collectivités, notamment des communes forestières. Alors Véronique, vous n'êtes pas toute seule, hein, parce que sur le plateau, vous avez trois collègues, hein, qui sont, même 4 d'ailleurs, ça fait des coucous. Voilà, vous les voyez, ils sont là, ils vous écoutent, mais alors, religieusement, ça fait plaisir. Moi, je reconnais des têtes d'ailleurs. On en a reçu quelques-uns sur notre plateau. Voilà, ma belle. Je voulais vous demander. Alors, on parle aussi de la charte du promeneur. J'imagine qu'un arbre mort, ça peut être dangereux si on ne fait pas attention, si on ne sait pas où on met les pieds. Véronique ? Alors, un arbre mort, quand il est debout, donc quand je vous disais qu'il y avait plusieurs types de bois mort, l'arbre mort, quand il est debout, évidemment, il est un petit peu plus fragile qu'un arbre bien en vie. Bien que les tempêtes, on a pu le voir il y a quelques années, mettent aussi au sol des arbres bien vivants. Donc c'est vrai que les forestiers, dans les forêts qui sont très pratiquées par les promeneurs, les cyclistes et les cavaliers, s'appliquent à vérifier qu'il n'y a pas d'arbres morts, donc plus fragiles, en bord de chemin, pour éviter qu'une branche un peu importante ou l'arbre lui-même ne tombe. Et c'est pour ça aussi que l'on demande aux promeneurs de ne pas aller à l'intérieur des parcelles forestières. C'est une des raisons pour lesquelles on leur demande cela, pour éviter de se trouver dans un endroit où il y aurait des arbres morts plus fragiles. Voilà, bien évidemment. Et puis on a aussi les arbres les branches et les gros arbres au sol. Et c'est vrai qu'une forêt, elle est riche parce qu'elle a un humus et des arbres au sol. Et quelquefois, le sentier a l'air... les abords de sentier ont l'air encombrés, donc il vaut mieux se promener sur les sentiers. Véronique, je suis avec une Savoyarde, hein, c'est Mercotte. Il y a de la forêt en Savoie, non ? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et alors, cette initiative, ce témoignage sur le bois mort. C'est très intéressant. Moi, je connaissais pas tout. Enfin, je connais les arbres morts. Moi, j'en ai un qui est tombé dans ma propriété, un Ginkgo biloba. Il est tombé carrément. Il était vieux, il est mort. Mais il est tombé tout seul, il n'a pas touché la façade, mais ça a failli. Ouais, donc c'est vrai que c'est impressionnant. Mais c'est vrai que je ne savais pas qu'il fallait ne pas sortir des sentiers. Par exemple, quand on va cueillir des champignons, moi je suis allée avec Régis Marcon cueillir des champignons à Saint-Bonnet. On marchait un peu partout, hein. Donc on ne faisait pas très attention. La prochaine fois, je ferai très attention. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas, Véronique Vinault. Merci. Pour tous vos conseils. Et puis on se retrouve demain avec, je ne sais pas qui d'ailleurs, un de vos collègues. Je vais faire plouf plouf là. Ah oui, c'est Michel Ingrand qu'on va retrouver demain. On va parler des chantiers forestiers. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir Véronique. Merci. Au revoir. Au revoir. Et tout de suite, il est l'heure de retrouver Anne-Sophie Le Sage pour la météo du salon. La météo vous est présentée par Pleinchamp.com. Anne-Sophie Le Sage qu'on retrouve dans quelques instants pour la météo. Et figurez-vous, ma chère Mercotte, que Anne-Sophie est avec une éleveuse de vaches.
C'est rare, hein, une femme qui élève des vaches. On la salue parce que c'est pas un métier facile. Et elle va nous emmener en Rhône-Alpes à la rencontre de la vache Abondance. Ah, bah c'est chez moi, ça c'est très bien. C'est la vache qui fait le reblochon, qui fait le Beaufort aussi. Exactement. C'est fait par la Tarine, l'Abondance. Parfois la Montbéliarde pour le reblochon. Ouais. Ouais, elle est trop calée. Coucou Anne-Sophie, on a encore quelqu'un de super calé aujourd'hui. Hein. Ça va bien, ma belle? Oui, ça va et vous? Oui, super bien. Alors, vous êtes avec une femme, une éleveuse? Oui, alors une femme. Hein. C'est très rare de trouver des éleveuses qui acceptent de discuter avec nous. Donc là, je suis en compagnie de Judith. Bonjour Judith. Bonjour à tous. Alors, parlez-moi un petit peu de votre exploitation. Donc, je proviens de la région Rhône-Alpes, plus précisément en Haute-Savoie, sur la commune de Domancy. Donc, je suis associée avec mon papa. Nous avons un troupeau de race Abondance, donc une 40aine de vaches et autant de genisses. Alors, quelles sont les caractéristiques techniques de la race Abondance? Donc la race Abondance est une race laitière, donc qui est une race dont le but est d'aller pâturer en alpage pour produire un lait très fromageable pour la qualité des fromages. Mais alors c'est une race mixte mais reconnue pour ses qualités de lait riche en protéines. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, donc tout à fait, donc un lait riche en protéines qui est favorable donc, pour la production des fromages d'origine AOP, donc d'origine appellation protégée, donc de nos Savoies, notamment donc, le Reblochon, le Beaufort, la Tome des Bauges, la Tome de Savoie et l'Abondance. Mais on a envie de savoir, vous, qu'est-ce que vous faites comme fromage avec le lait de Easy? Je crois que c'est le nom de la vache avec laquelle vous êtes venue. Voilà, tout à fait, Easy. Donc moi, je produis du reblochon laitier. D'accord. Et alors, Easy, c'est son premier passage au Salon de l'Agriculture? Comment ça se passe pour elle? Voilà, donc Easy, c'est la première fois qu'elle vient au Salon de l'Agriculture à Paris et elle s'adapte très bien à la vie parisienne, donc il n'y a pas de problème, elle mange bien, elle produit bien du lait comme à la maison. Elle fait sa traite comme tous les jours? Comme tous les jours à la maison, voilà. Bon, alors je crois que vous organisez bientôt un événement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Tout à fait, donc du 18 au 20 mars, en Savoie, à Chambéry, nous organisons notre concours national avec environ 200 abondances et 150 tarines. Et est-ce que vous savez le temps qu'il va faire chez vous demain? Grand beau. Alors demain, mardi, le temps sera globalement ensoleillé sur la région Rhône-Alpes. Il fera 11 à Montélimar, 9 à Lyon et 6 à Grenoble. En France maintenant, ce mardi, la carte sera coupée en deux. Sur le sud-est, vous serez les chanceux de cette journée, et vous aurez une journée ensoleillée. Et malheureusement, sur le nord-ouest, il faudra sortir les parapluies. Côté température, ça se réchauffe un petit peu. 7 à Paris et à Lille, 9 à Strasbourg et 12 à Marseille. Merci. À demain pour de nouvelles rencontres dans la météo des régions. Avec plaisir. Merci Anne-Sophie. Merci Fred. C'était la météo avec Pleinchamp.com. Alors, ça vous a plu Bah oui, en plus, elle est savoyarde, donc c'est top, quoi. Ouais, c'est une belle vache, hein. Vous avez vu, elle se plaît bien au salon, hein. Bah oui. Ça bouge pas, hein. Non. Première fois qu'elle vient, comme à la maison, bravo. Bah oui, mais c'est normal, c'est une savoyarde. Toi, je te connais, hein. Et ben alors, Clément, on a eu des bébés? J'adore. Vous connaissez ce monsieur? Non. Il s'appelle Clément Lincruste, Clément Lanoux. Et l'année dernière, il est venu sur mon plateau grignoter à peu près tout ce qu'il y a. C'est pour ça qu'on met plus rien là. Ah oui. Et en fait, voilà, le jeu de Clément, c'est de mettre le bazar sur nos plateaux. Et on est ravis de l'accueillir. Sauf que pas de peau, Clément, je t'ai reconnu. T'as pas vraiment changé. Bon, allez, tout de suite, on va passer mais ça m'a bien fait plaisir. On va passer à notre jeu concours. Waouh. Puisque nous proposons, bien sûr, à nos amis qui nous regardent de gagner chaque jour un abonnement de 6 mois pour le magazine Télécable Sat Hebdo. Il y a 2 gagnants par jour. Nous avons donc tiré au sort. Et le nom des gagnants est... Nous avons Bruno Gouillando de Loire-Atlantique et Adeline Paredes du Puy-de-Dôme. Ça, c'est chez moi, le Puy-de-Dôme. D'ailleurs, je salue tous mes copains de Clermont-Ferrand. Voilà, vous pouvez jouer, bien sûr, sur Internet, campagnetv.com. Alors voilà. Et bien sûr, sur notre Facebook, ça, c'était le retour de Clément Lincruste. Voilà. Mercotte, c'était un plaisir de vous recevoir, vraiment. Pour moi aussi. Beaucoup de sympathie, de gaieté. On m'avait prévenu, hein. Cyril m'a dit, tu vas voir, elle se plaint jamais, toujours souriante, pétillante. Ça, c'est vrai. Oui. On va vous retrouver, bien sûr, dans la 5e saison du Meilleur Pâtissier sur M6. Ça commence quand, ça? Alors, le tournage commence au printemps, toute fin avril, début mai. Et la diffusion, on ne sait jamais. C'est toujours en fin d'année, on va dire. Mais ça, c'est surprise. Hein. Ouais, oui, surprise.
un petit peu trop tôt. Et bien sûr, on retrouve sur votre blog La Cuisine de Mercotte, aussi en radio, France Bleu, Pays de Savoie, du lundi au vendredi à 10h40. Et puis on plonge avec gourmandise dans vos livres de recettes comme Envie de dessert aux éditions J'ai lu, ça c'est une super compile, ou encore Solutions de dessert pas à pas, préfacée par le grand pâtissier Conticini. À demain. Au revoir. Frédéric, moi je serai peut-être pas là demain. Vous restez pas avec nous? Non, il faut que je rentre. Oui, c'est vrai, vous rentrez en Savoie. Bon, on aura un autre invité demain. Je crois que c'est Bernard Montiel, hein, voilà, c'est ça. On est ravis de le recevoir. C'est pas le même coin. Nous, on se retrouve à 17h40 pour de nouvelles aventures d'IMAG avec un nouvel invité. Salut Clément. Et puis, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très bonne soirée en notre compagnie. À très bientôt. Portez-vous bien et vive l'agriculture française. Salut.